Bonjour à tous, on est ensemble comme chaque dimanche maintenant pour le Swish Brunch, votre rendez-vous dominical sur la WNBA. On va vous raconter ce qu'il s'y est passé pendant la semaine écoulée, les équipes et les joueuses qui se sont distinguées en bien ou en mal, mais aussi nos coups de cœur, nos coups de gueule. En bref, on va revenir sur tout ce que vous avez peut-être manqué. Aujourd'hui, je suis avec Flo. Un dimanche un peu pluvieux, moi de mon côté, je sais pas comment c'est en Belgique. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est pas aussi chaud que sur les parquets WNBA ces dernières heures en tout cas? Non, non, ici c'est complètement gris aussi, un peu pluvieux, même si je pense qu'il pleut pas pour le moment. Mais effectivement, par contre, ça n'empêche pas aux États-Unis le soleil, le sun de briller. Bien, très bonne transition. On va parler d'abord, avant de rentrer dans les équipes et les joueuses qui se sont distinguées, on va faire un point sur le classement. Alors on est sur la troisième semaine, c'est le troisième épisode du Swish Brunch, mais les classements ont déjà pas mal évolué depuis notre premier numéro. Quelque chose qui ne change pas, c'est que le Connecticut Sun, comme tu disais, est en tête de la ligue. Toujours invaincu, 7 victoires, 0 défaite pour le Sun, qui caracole, on va dire, en tête de la WNBA. Suivi en deuxième place par New York, 6 victoires de défaite, Minnesota, 5 victoires de défaite, Atlanta, Las Vegas, qui sont tous les deux à 4 victoires de défaite. Les Aces qui ont eu un petit contre-coup. Léger évidemment, parce qu'on est qu'en début de saison et qu'il n'y a que 6 matchs de jouer. Seattle est sixième, on parlera du Storm tout à l'heure, vous allez voir, avec 5 victoires et 3 défaites, qui a pas mal réussi à inverser la courbe par rapport à un début de saison un petit peu compliqué. Ensuite vient Dallas en septième place et Chicago en huitième. Donc ça, ce serait un top 8 virtuel de qualifié pour les playoffs. On est encore évidemment très très loin de la fin de saison et de l'issue. Viennent ensuite Phoenix 9e. Vous verrez qu'on va aussi parler de Phoenix aujourd'hui parce que ça ne va pas fort du côté du Mercury. Elle a aussi une histoire de soleil mais qui brille plus trop. En 10e position, les Los Angeles Sparks avec 2 victoires et 5 défaites. En 11e, Indiana, 2 victoires, 8 défaites. Et Flo, je suis désolé, ou pas d'ailleurs, ou pas, les Washington Mystics, tes chers Mystics, sont 12e et dernière de la ligue avec aucune victoire en 8 matchs. Le projet Paige Bakers avance très très bien. Tu nous en diras tant tout à l'heure. On va parler donc des équipes qui nous ont un peu marqué, enfin d'une équipe d'ailleurs en particulier qui nous a marqué cette semaine, Flo. C'est comme je te l'ai dit en intro, le Seattle Storm, qu'on trouvait un peu en rodage, ce qui n'était pas illogique avec un nouvel effectif, et qui là vient sortir une semaine vraiment de très grande qualité. Ouais, tout à fait. Bah, en équipe de la semaine, on aurait évidemment pu mettre Connecticut, qui n'a toujours pas perdu un match. Donc voilà, mais on en a déjà beaucoup. Enfin, vous en avez déjà beaucoup parlé la semaine passée Ouais. avec Gis. Et donc on s'est dit qu'on allait mettre la lumière quand même sur une équipe qui a bien redressé la barre, qui est donc Seattle, qui n'a pas perdu cette semaine, qui est même sur une série de 4 victoires. Seattle, où en tout début de saison, on avait une Jewel Lloyd qui était complètement pas dedans, qui bricassait comme jamais, et qui maintenant a quand même décidé de rentrer plus dans sa saison. C'est nettement mieux. Elle est pour le moment, sur la semaine, elle est la troisième meilleure marqueuse ex aequo, elle a 20 points. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Skylar Diggins-Smith est à 19 points sur la même période. Et Nneka Ogwumike, même si elle est un peu moins marqueuse parce qu'elle est un peu plus all dans ce qu'elle fait, elle est par contre très propre avec 66% au shoot. Donc on a vraiment les trois joueuses majeures de l'équipe qui commencent à se mettre ensemble, enfin qui commencent à se mettre en route un peu ensemble. Et donc bah, ça se ressent sur les résultats. Effectivement, on pourrait se dire que dans les victoires, bah, c'est Indiana, Washington, Chicago. Donc il va falloir se tester contre des équipes un peu plus cotées, mais dans le jeu en tout cas il y a quand même beaucoup de mieux, et bah, peut-être que ça a justement permis ça, d'avoir des équipes un peu plus abordables pour permettre de se roder. Un point que je trouve quand même assez intéressant, c'est que on a sur cette période, donc sur la semaine ici, sur les derniers matchs, on a une Jewel Lloyd qui est à 6 passes décisives, on a une Skylar Diggins-Smith qui est aussi à 6 passes décisives, et si on rajoute en plus les 4 de Neka, ben en fait on a rien que sur le Big Tree 16 passes décisives. Ben pour la petite histoire, c'est plus que l'équipe de Phoenix au total sur la même période. La petite balle perdue, logique quand même pour le Mercury dont on parlera tout à l'heure, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire que le démarrage poussif pouvait se justifier parce que c'est une équipe qui a beaucoup changé, hein. L'an dernier, c'était le Jewel Lloyd Show par la force des choses, et sur les premiers matchs, on avait l'impression que
Alors, déjà, sur les matchs où Drew Lloyd était un peu à côté de la plaque, mais que Neka rayonnait, on a l'impression que les trois dont tu as parlé brillaient de manière isolée ici et là, et que ça payait pas, alors que là, ça combine bien ensemble, elles se cherchent, elles se trouvent, elles sont performantes en même temps, et ça, je trouve que ça fait complètement la différence. Skylar reprend quand même du poil de la bête, elle a commencé doucement, ce qui n'était pas illogique vu qu'elle n'avait pas joué depuis très longtemps. Jude Lloyd, l'adresse est totalement revenue, et Nika Ogwumike apporte cette présence et ce leadership qui la caractérise maintenant depuis des années, et surtout depuis ces 2 dernières saisons, notamment à Los Angeles. Donc je suis assez d'accord, c'est une équipe qui monte en puissance et c'est aussi bien de ne pas démarrer trop fort trop tôt dans une saison, parce que c'est pas facile après de tenir le rythme. Et je voulais te demander ce que tu pensais du... Bon, c'est un move qui peut paraître anodin, mais si je dis pas de bêtises, le Storm a coupé Dulcie Fonkam Mendadieu, qui était une des satisfactions de l'année dernière. Est-ce que ça veut pas dire qu'elles ont encore une signature en stock comme nous l'a fait par exemple Las Vegas il y a pas très longtemps? Bah, c'est bien possible, ouais. Après, je sais pas trop sur quel poste elles auront envie de recruter. Après, je pense que c'est possible aussi juste qu'elles se soient dit que de toute façon, elle n'utilisait pas la joueuse ou elle n'avait pas de Mm. plan pour elle et que même sans avoir réellement ciblé un manque ou un besoin précis, ben, tant qu'à faire, elles se sont quand même rendu compte que par contre, elle n'allait pas l'utiliser et que donc il valait peut-être mieux la libérer autant pour elle que pour avoir effectivement la possibilité de pouvoir peut-être signer une vétéran qui traîne sur le marché, qui puisse apporter peut-être de l'expérience pour l'équipe parce que ben, Seattle, on se doute bien que le but ici, c'est pas trop de développer et de construire quoi. Maintenant on a les joueuses majeures qui sont à maturité. Il faut aller chercher être le plus compétitif possible le plus tôt possible, je pense. Ouais, de toute façon, là, enfin, je veux dire, c'est le projet en prenant des joueuses aussi expérimentées que Skylar Diggins-Smith et Neka Ogwumike. Drew Lloyd est dans son prime, donc oui, on n'est pas sur de la construction. Il faut être relativement performant, enfin performant assez tôt. Et le Storm, on l'a dit en début de saison, hein, dans les previews, ça vise forcément un top 4, un avantage du terrain. Enfin, donc c'est pour ça c'est pas qu'on était inquiet pour le Storm, hein, on comprenait très bien la logique de la création d'une alchimie, d'automatisme. Même si c'est des grandes joueuses, les trois, il faut forcément un peu de temps. Et là, mine de rien, il n'y a que 8 matchs de jouer, mais c'est déjà performant parce que c'est reparti en positif. Et le Storm n'est déjà plus très très loin des premières places. Le Storm a une victoire de retard sur New York qui est deuxième. Donc je pense qu'on peut dire que la saison du Storm est lancée. Ouais, ouais, ouais. Et puis mine de rien, 8 matchs, c'est déjà 20% de la saison en fait. Ouais, c'est vrai. C'est le propre de la WNBA. À la fois, on peut dire il reste du temps et en même temps, il n'y a jamais vraiment de temps parce que avec 40 matchs, ça va très vite. On peut peut-être dire un mot rapide. C'est pas du tout pour te faire souffrir, hein, évidemment, mais d'une équipe, ton équipe avec une trajectoire un peu moins flamboyante. Mais ouais, parce que on en a pas beaucoup parlé ensemble, mais Washington donc, on l'a dit en intro, est sur 8 défaites en 8 matchs. Cette semaine, hein, les Mystics ont encore repris 3 défaites dans le buffet, alors contre Seattle justement, notamment, contre Atlanta et contre New York. Qu'est-ce que t'inspire ce début de saison des Mystics? Est-ce que c'est conforme aux attentes? Est-ce que tu vois Bah, de l'espoir dans le jeu? Enfin voilà. bah, conforme aux attentes, en termes de bilan, de résultats, non, moi je m'attendais quand même à ce qu'on grappille certaines victoires. Donc là, avec 8 défaites pour 0 victoire, on a égalé le pire démarrage de la franchise, Mm. qui était en 2007, si je me trompe pas. Le pire démarrage sans victoire. Non, je m'attendais quand même à prendre une ou deux victoires. Après, j'avais presque peur de prendre trop de victoires vu que, ben, allez, on va pas se mentir, l'effectif, même s'il pourrait faire mieux, clairement, Ouais. c'est quand même pas un effectif qui va aller chercher plus que dans le meilleur des cas un premier tour de playoff. Donc ça n'avait pas de toute façon grand sens de vouloir être absolument le plus compétitif possible, je pense. Du coup, j'aime bien rigoler en disant que le plan est en marche et que le tanking est parfaitement exécuté. Je pense que dans la réalité, c'est quand même pas tout à fait ça. Je pense que l'équipe gagne pas parce qu'elle n'arrive pas à gagner Mm. tout bêtement. Il manque clairement dans l'équipe une joueuse de calibre capable de finir les matchs, vraiment d'une une closing player. On a eu par le passé Elena, on a eu par moment Emma qui a pu prendre ce rôle, même d'une certaine manière Tasha Cloud et Mm. Britney Sykes avaient un peu ce rôle la saison passée. Et là pour le moment Britney Sykes est
est absente, et bon, Tasha Cloud, on sait qu'elle est partie, donc on a beaucoup de joueuses qui sont talentueuses, qui sont lieutenants, mais il manque vraiment cette go-to player qui peut vraiment faire les bons choix dans les moments chauds, donc je pense que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à gagner les matchs. Par contre, on est globalement dans tous les matchs, à l'exception du match contre Seattle que tu as mentionné, où là c'est un blowout, on n'a pas existé. Les 7 autres matchs sont des matchs dans lesquels l'équipe est présente et combative, et peu importe l'adversaire, parce qu'on a joué des adversaires plus aisés, on a joué 2 fois New York, et ça a à chaque fois été le même scénario en fait, avec une équipe qui... En fait, dans le jeu, je m'ennuie pas. Dans le jeu, je vois une équipe qui propose des choses, c'est intéressant à voir, et on est dans les matchs, donc on est dans les matchs et à la fin, on assure d'être pas trop mal en loterie. Donc je pense que le plan est parfait, mais je pense qu'il n'est pas si maîtrisé que ça, quoi. Il manque réellement des options à l'équipe pour pouvoir réellement aller les gagner. Ouais, bon, on peut quand même se satisfaire de voir Julie Vandelo enchaîner les Ouais, passes décisives. Elle a sorti 7 passes décisives contre New York sur le dernier match, 5 au match précédent. Là, elle a dépassé les 5 passes de moyenne par match, donc ça la met quand même dans une catégorie parmi les meilleures passeuses de la ligue déjà. Je pense que son volume de points peut encore augmenter, et il faut que aussi ses partenaires apprennent à mieux la connaître et à la servir, mais je pense on peut dire que c'est une satisfaction. J'imagine qu'il faudrait lui demander, mais que cette première expérience, elle l'aurait souhaité avec un peu plus de victoire au début, mais elle est en connaissance du projet de ce que les Mystics prévoient. En tout cas, moi je suis toujours content de la voir dès que je zappe sur le match des Mystics et que je la vois, je suis quand même content de voir qu'elle peut goûter à ce niveau auquel elle n'avait pas eu droit encore. moi, je pense que le niveau lui plaît. Je pense que oui, elle préférerait avoir des victoires, mais comme elle vient d'arriver dans le projet, je suis pas sûr que ça la dérange. En Mm. fait, là, elle découvre, c'est la WNBA, c'est un nouveau niveau, ça va vite, mais ça lui convient bien. Elle a commencé en ayant très peu d'adresses, et là, petit à petit, ça se stabilise. Elle a 35% à 3 points. C'est pas fou, mais bon, ça va, c'est correct. Moi, je pense que c'est assez parfait, parce que je pense pas que l'équipe va forcer non plus, dans le sens où on n'est pas à la recherche de victoire à tout prix. Donc il n'y a pas trop de risque qu'elle se blesse, je pense. Enfin, après, on va On toucher du touche du bois, on bois. espère toujours. Mais pour se mettre en rythme et arriver parfaitement en rythme pour les JO, je pense que c'est pas mal non plus, quoi. Très bonne, effectivement, je pense que c'est une bonne préparation, et on va espérer qu'elle fasse du bien à nouveau aux Cats, aux JO dans quelques semaines maintenant. On est en juin, hein, Ouais. les JO vont démarrer dans pas si longtemps que ça. Et on sait à quel point elle est importante chez les Cats. Bah, surtout avec la blessure de Julie De Allemand, Julie, on ne ouais, sait pas trop ce que ça raconte, quoi. absolument. On peut passer aux joueuses qui nous ont marqué cette semaine. Alors, on en a une chacun. On est d'accord pour dire que ces deux joueuses ont quand même marqué les esprits, même globalement depuis le début de la saison, je pense. Je vais te laisser démarrer, Flo, avec. Bon, de toute façon, c'est deux usual suspects, hein, qu'on va vous sortir. Il y a pas de Ouais. surprise, mais vous allez voir ça. Flo, quelle est la joueuse qui t'a marqué cette semaine? Moi, cette semaine, comme joueuse, j'ai pris Eja Wilson. Même si, bon, sur la semaine, elle a une victoire, une défaite. Il y a la défaite contre Atlanta qui fait pas tâche, même si elle, à titre personnel, a été quand même assez Mm. productive dans cette défaite-là. Mais donc justement, Eja Wilson, sur la semaine, elle est à 29 points. Elle est en 12 rebonds. Et on rajoute 4 contre. Donc, je veux dire, c'est une ligne c'est une ligne un peu solide. Et d'ailleurs, même dans la défaite contre Atlanta, mais on connaît la défense intérieure d'Atlanta. Et Ja Wilson a rayonné, en tout cas offensivement. Même si défensivement elle a été assez présente aussi, mais Tina Charles lui a amené du fil à retordre aussi. Mais Eja Wilson, elle est quand même au sommet de son art. Alors on sait que à Vegas, le problème, c'est peut-être plutôt actuellement le manque de rotation qui fait que justement une joueuse comme Eja Wilson ou même et Jackie Young aussi d'ailleurs Mm. doivent être beaucoup utilisés. Les temps de jeu sont assez importants et, euh, et donc c'est plutôt là-dessus, je pense qu'on peut mettre les quelques petits accros que connaît Vegas qui sont un peu inattendue, enfin pas inattendue, mais un peu plus surprise par rapport aux 2 saisons précédentes. Et d'ailleurs, l'équipe vient d'y faire face avec une petite recrue de premier choix, mais Absolument. dont on parlera un peu plus tard, je pense. Absolument. Alors oui, Eja monte en puissance, je trouve quand même, sur ce début de saison. C'est assez logique, n'ayant pas joué Overseas, au contraire d'autres joueuses, c'est aussi logique qu'elle se mette en forme petit à petit. Là, sur certains des matchs, on retrouve un peu l'espèce de feu qu'elle dégage quand elle Ouais, ouais, réussit ouais. des contres, des paniers avec la faute. C'est
finalement très logique qu'elle y aille progressivement. Ça n'empêche pas Vegas de quand même avoir démarré très correctement. C'est une candidate évidente pour le titre de MVP cette saison. Si Vegas finit dans les places habituelles, elle est tellement, je veux dire, elle est tellement précieuse en défense. Tu mentionnais ses contres, voilà, elle sera encore aussi dans la course pour la meilleure joueuse défensive de la saison. Donc ouais, y a que, elle était sur une série, j'ai plus le nombre de matchs, mais elle avait enchaîné des doubles-doubles de manière assez, même en cumulant les matchs de la saison dernière. Et là contre Atlanta, ça s'est fini, elle a fini avec 9 rebonds au lieu de 10. Mais elle est quand même, voilà, de toute façon maintenant c'est une métronome, hein. Ija, c'est un peu une force immuable et incontournable de la ligue. Dès que tu joues Vegas, tu sais que tu vas devoir composer avec A'ja Wilson, double MVP, double DPOY, enfin, et double championne WNBA et MVP des finales. Donc une joueuse absolument incontournable. Moi de mon côté, ça ne va surprendre absolument personne. Tout le monde savait que je saisirais à la moindre occasion de parler d'elle. Moi je voulais parler d'Alyssa Thomas, qui est donc là, vu qu'on parle pas, on va pas parler du Sun globalement parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais Alyssa Thomas est devenue cette semaine la joueuse la plus rapide de tous les temps à atteindre 100 points, 50 passes et 50 rebonds dans une saison en WNBA. Elle a mis que 7 matchs. Elle a mis 7 matchs pour arriver à ce total. Alors elle a dépassé assez largement en plus. Alors au scoring 102 points, donc elle l'a dépassé tranquillement. 63 rebonds, 61 passes. Son dernier match, 14 passes décisives. Elle est encore partie sur des bases incroyablement élevées. Il y a toujours de la défense, il y a toujours du playmaking. Même en dehors, elle rayonne, je trouve. Il y a son power couple avec Dawana Bonner qui est de plus en plus assumé. C'est deux joueuses qui sont des visages marquants de la ligue. Et Alyssa Thomas fait un début de saison. Là aussi de MVP, je crois que je sais plus, c'est toi qui m'avais dit que si on rapportait son temps de jeu, ses stats à son temps de jeu, un temps de jeu NBA, elle est en triple-double de moyenne, c'est ça? Ouais, mais en fait, elle a un tout petit peu perdu par rapport à quand je t'ai donné la stat, parce Mm. que maintenant, elle n'est plus qu'à 7 rebonds et demi, et il lui en faudrait 8 pour être Ouais. dans la conversion, quoi, si tu veux. Mais par contre, elle est à 11 passes, elle est de très loin la meilleure passeuse. Encore une fois, je parle sur la semaine, hein. Ici, Mm. j'ai pris les stats sur la semaine qui nous occupe. Elle est à 11 passes de moyenne sur la semaine, 7 rebonds et demi, 12 points et demi. Finalement, dans l'histoire des 100 points, 50 rebonds, 50 passes, c'est presque les points qui ont mis le plus de temps à arriver par rapport, à mon avis, à ses concurrentes dans cette stat-là. Ouais. Parce que 12 points et demi, et c'est d'ailleurs peut-être ce qui peut être un pépin par rapport à un dossier MVP, parce qu'on Mm. sait bien que les votants regardent beaucoup ça, et que, comme je te le disais, là, cette semaine, il y a des monstres, hein, A'ja Wilson, Sabrina Ionescu, Harry Kay, Jewel Lloyd, Caitlin Clark même, on est au-dessus des 20 points, quoi. Donc, mais par contre, ouais, on se passe. La deuxième passeuse derrière, c'est Jackie Young, et on a assez bien vanté ses mérites Mm. à Jackie à la main, et qui n'est qu'à 7 passes et demi, quoi. Donc elle est vraiment impressionnante. Euh, Elle est à 14 points de moyenne, tu parlais de sa moyenne de points, donc c'est un peu moins que l'année dernière, hein, où elle avait fait une saison déjà de calibre MVP. Elle est un tout petit peu en dessous au rebond par rapport à la saison dernière, mais bon, elle est à 9 rebonds de moyenne contre quasiment 10. Et par contre, à la passe, elle est partie sur des bases extrêmement élevées. Elle a longtemps été meilleure passeuse la saison dernière, mais je crois que c'est quand même Van der Sloot qui avait terminé. Ah ben ouais, tu vois, moi je prenais sa ligne sur la semaine, mais si tu prends sa ligne depuis le début de la saison, Ouais, elle est à plus de 8 points, 8 rebonds, 8 passes. ouais. Donc tu rapporterais ça à un temps de jeu NBA, elle sera en triple-double de moyenne depuis le début de la saison, en Voilà, fait. rien d'étonnant de la part de The Engine, le moteur du Connecticut Sun, qui est donc leader précoce de cette saison, et Alyssa Thomas qui est dans les clous pour être MVP. J'ajoute qu'elle a 52,2 en adresse, ce qui est pour l'instant, après 7 matchs, son meilleur pourcentage en carrière. Elle était à 47,4 la saison dernière. Je ne mentionne pas les tirs à 3 points, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose, puisque voilà. 66% lancé, ça c'est un peu. Alors ouais, alors bah pareil, si on prend sur ses bases habituelles, elle est en dessous, donc elle peut encore monter en puissance là-dessus. Elle était à 71,5 la saison passée, et après en carrière, elle a 64,9, donc elle est un peu au-dessus, mais il y a une Voilà, période, toujours ouais, il y a une période de gros creux, forcément, parce que si vous a regardez toujours les son matchs du geste Sun, très très particulier quand voilà, elle est au à une main, hein, tout simplement, on peut le dire. Il y en a qui tirent à la cuillère, Alyssa Thomas tire à une main, puisqu'elle est dans l'incapacité physique de produire le geste classique d'un shoot ou d'un lancer franc. Voilà. Donc on reparlera à mon avis d'Alyssa Thomas au cours de la saison, mais voilà, vous me connaissez, j'ai saisi la moindre opportunité
pour parler de Haiti. Alors, Ouais, puis il fallait quand même un peu mentionner le Connecticut, quoi. Même si on en parle beaucoup, mais ils sont ouais, sur un début de saison qui est vraiment sale. absolument. On va passer à nos coups de cœur, pardon, pas nos coups de cœur, nos coups de cœur et nos coups de gueule. Je vais commencer du coup, parce que Vas-y, c'est un vas-y. peu lié au Sun quelque part, et puis on l'a mentionné en début d'émission. Il y a eu une surprise au cours de la semaine. Tiffany Hayes, qui était au Connecticut Sun la saison dernière, qui a fait une saison magnifique avec le Sun après avoir manqué plusieurs saisons de WNBA. Elle avait été excellente, elle avait été carrément l'une des raisons pour lesquelles le Sun était allé aussi loin, avait fait une aussi belle campagne. Elle avait surpris tout le monde en annonçant sa retraite de WNBA. Elle avait continué à jouer en Europe, mais elle avait dit qu'on ne la verrait plus en WNBA lors d'un podcast. Et la surprise annonce dans la semaine, Tiffany Hayes signe au Las Vegas Aces. Alors, première réaction de ma part, j'ai tout de suite retweeté en mettant félicitations aux Las Vegas Aces pour leur three-peat, pour le troisième titre de suite. Parce que pour moi, c'est une signature incroyable dans un effectif qui, pour l'instant, est obligé de jouer sans Chelsea Gray, mais qui est déjà d'une qualité énorme. Et Tiffany Hayes, je suis à la fois. Alors, c'est pour ça que c'est pas un coup de gueule, attention. Hein, mais donc, je suis à la fois, je le mets dans les coups de cœur parce que je suis ravi de voir cette joueuse que j'ai adorée l'année dernière et même globalement sur sa carrière, de la voir revenir, même si c'est sur un contrat. Salaire minimum, je pense. Hein. Ou c'est ce qui restait au Aces après avoir coupé Non, non, il leur restait, je pense 88 qu'avec 000. ouais, il leur restait 88 000 parce Ouais, qu'avec Candace Parker qui est partie, ouais, effectivement. ça te laisse un peu de marge, quoi. Ouais, donc ça va, elle Ouais. a quand même. Je sais pas combien elle a signé, mais il y avait la possibilité, voilà. Je crois que c'est 88 000. Hein. Elle a signé vraiment au Ouais, max du max de ce qu'il puis pouvait tu lui peux offrir. peut-être rajouter les 100 000 de la Oui, municipalité voilà. aussi. Ça a dû l'inciter quand même de se dire qu'en signant à Las Vegas, tu prenais aussi un chèque qui équivaut et qui est même plus que ce que tu vas gagner sur la saison. Ouais. En tout cas, moi, je suis très content de la revoir parce que c'est une joueuse que j'ai adorée l'année dernière et c'est une recrue formidable pour Vegas. Par contre, j'imagine que du côté du Sun, on doit se dire que bon, c'est un peu dommage que si elle avait vraiment voulu continuer dans la foulée de la saison dernière, elle n'aurait pas été de trop à Connecticut parce qu'elle avait été très importante l'année dernière. Elle a été remplacée numériquement et un peu au poste par Moria Jefferson, qui est une super joueuse aussi. Hein, mais c'est pas, voilà, c'est pas le même vécu, c'est pas la même expérience. Et Tiffany Hayes avait été déterminante la saison dernière. Et c'est du côté de Las Vegas qu'elle va reprendre du service quasiment 6 mois, je pense, après avoir annoncé sa retraite. Ouais. Bon, je pense que Connecticut, pour le moment, ils sont bien. Et même si les fans peuvent peut-être se sentir un petit peu trahis, même si, bon, Tiffany, c'est surtout une joueuse qui est affiliée à Atlanta, je Mm. vais dire. Donc, il n'y avait pas non plus spécialement, sans doute, une attache identitaire très importante. Mais c'était une joueuse importante. Et c'est vrai que le côté de dire, je prends ma retraite et puis finalement, juste après, je re-signe ailleurs. Bah oui, il y a des fans qui doivent peut-être l'avoir un peu mauvaise. Mais bon, le Connecticut n'a pas trop à se plaindre pour le moment. Par contre, c'est vrai que Vegas, ben, c'est marrant, dans notre live de jeudi, on avait un peu identifié que d'un point de vue profondeur, Vegas c'était un peu compliqué. D'ailleurs, on l'a vu sur des petites défaites, on en a parlé tantôt, le temps de jeu des autres joueuses. Et donc, c'était intéressant de venir remettre un peu de profondeur là-dedans. Et Tiffany Hayes, c'est vraiment parfait. Alors en plus, à la base, on se disait que c'est peut-être pas sur le poste où on aurait pensé qu'il rajouterait du monde, je vais dire. Mais je pense que Jackie Young les rassure à la main. Donc même si Chelsea Gray revient, ben, ils trouveront plus à avoir toujours à la création. Et donc ils ont préféré prendre plutôt un poste d'arrière et qui en plus amène de la défense. Donc plutôt pour pallier aussi Kelsey Plum et un peu les ailières du genre Alicia Clark. Donc non, c'est intéressant, je trouve. Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est que la saison dernière, malheureusement au final, quand Chelsea Gray s'est blessé, on s'est dit, oula, sur le dernier match, le banc, ça va quand même être court entre Sydney Colson et je sais même plus qui étaient les autres remplaçantes. Il y avait Kirsten Bell, je crois. Kirsten Bell, mais c'est les seuls qu'on jouait quasi. Voilà, Hein. c'est les seuls qu'on jouait. Et donc là c'est-à-dire que si t'es dans tes remplaçantes, surtout après un coup dur et après une blessure, t'as Tiffany Hayes, c'est quand même. Voilà, je veux dire, c'est une All-Star, c'est une joueuse très très référencée. Moi, je pense pas forcément qu'elle ait calculé le fait de dire je prends faussement ma retraite. Bah, je pense qu'elle s'était dit que Je pense c'était pas. que voilà, elle avait envie de consacrer son temps à autre chose. Et par contre, quand tu as une opportunité comme ça, de prendre un chèque entre guillemets, mais surtout De d'avoir viser une un titre, hein. opportunité d'avoir un titre que tu n'as pas encore à ton palmarès,
de participer à une aventure comme celle des Aces. Enfin, un three-peat, c'est tout sauf anodin en WNBA. On l'a suffisamment répété après toutes les saisons où on n'a pas eu 2 fois de suite le même champion. Donc voilà, bon, je peux totalement la comprendre et l'occasion était quand même très belle de rejoindre cet effectif-là. Et je suis ravi de revoir Tiffany Hayes, même si j'aurais préféré la voir du côté du Sun. Euh, petit coup de Petit coup de gueule, Flo. Enfin, pourquoi tu veux que je te laisse choisir t'avais deux coups de gueule entre guillemets. Ouais, moi j'ai choisi 2 coups de gueule. La météo est dégueulasse, donc j'ai choisi d'être un peu chafouin aujourd'hui. Euh, le premier coup de gueule, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est déception, Hmm, et d'un autre côté, on l'avait un peu vu venir, c'est Phoenix. hmm, On va dire que c'est un petit coup de gueule contre le front office de Phoenix. ouais. On avait dit en début de saison qu'effectivement, d'un point de vue rotation, c'était un peu court. Ils avaient vraiment fait des gros mouvements pour blinder le 5 majeur et je me rappelle qu'on a prononcé cette phrase Phoenix n'est peut-être qu'à une blessure de l'accident industriel. Ben, la blessure, elle s'appelle Brittney Griner. En plus, c'est sur un des postes où tu n'as vraiment pas de backup. Alors Vraiment zéro c'est backup. Natasha Mack qui n'est pas une C'est pivot Natasha qui joue. Mack. Ben non, c'est une poste 4, c'est une joueuse jeune en plus qui a très peu d'expérience dans la ligue. Enfin, elle a déjà fait la moitié des franchises, mais à chaque fois en étant coupée au bout de 10 matchs. Donc c'est compliqué. Enfin, elle est valeureuse et tout ce qu'on veut, mais c'est compliqué. Et pour le coup, ben, la Phoenix est sur 4 défaites de suite, je C'est ça. pense. Ouais. Alors on pourrait tempérer en disant que les 4 défaites, ben, elles sont quand même passées par dernièrement Minnesota, New York, Connecticut. Donc, tu es en train de te faire passer un peu à la moulinette par tous les favoris. Ouais. C'est sûr que c'est pas agréable. Mais on voit quand même que Phoenix a réussi à exister dans un match ou deux, mais sur une Kalea Copper qui jetait des cailloux dans l'océan. Ouais. Ce qui n'a jamais été son jeu. Donc là, depuis Kalea Copper, elle est redescendue sur Terre, tout en restant une joueuse hyper intéressante. Mais le premier match, il y a vraiment un match où elle a plus mis un shoot. Ça a été compliqué. Derrière, ça a été compliqué aussi, même si c'était un peu mieux. Et donc voilà, on voit que l'équipe est obligée de vraiment taper très fort sur son 5 majeur. Et ben ça, pour le moment, ça marche pas. Alors, elles vont jouer Vegas. Je me demande si c'est pas déjà cette nuit ici. C'est une bonne Euh, question. Faut regarder. Pas Vegas, Los Angeles, pardon. Elles vont jouer Los Angeles, c'est ça, c'est certain, mais je pense que Ouais, c'est c'est même ça, et déjà. c'est un match qui compte pour la Commissioner's Cup, ouais, je me souviens. Ils vont Ouais, jouer. c'est ça, à minuit cette Mhm. nuit. Donc là, là c'est peut-être l'occasion de se refaire, de reprendre un peu d'air, parce qu'après, derrière, tu vas rejouer le Storm Minnesota. Donc, il faut quand même réussir à limiter au maximum la casse en attendant que Brittney Griner revienne. Là, t'es sorti des places playoffables, t'es 9e. Mhm. Brittney Griner, on n'a toujours pas trop C'est d'infos. un peu On sait flou, qu'il y a. hein, ouais. Ouais, ça fait une semaine qu'elle n'a plus sa botte de marche. Donc on aurait tendance à dire que c'est positif. Maintenant, au moment de sa blessure, on a parlé de 2-3 semaines. 2-3 semaines, on y est, hein, donc elle devrait reprendre là maintenant. On n'a pas d'infos. Moi, pour une fracture de 3 semaines, je trouve ça un peu court, même si c'est une fracture à l'orteil, donc tu peux parfois stabiliser ça, des attelles, ce genre de choses, mais ouais, voilà. Il faudrait quand même pas que ça traîne de trop parce que là c'est compliqué et que dans une ligue où tout va très vite, ben là il y a, comme on le disait tout à l'heure, il y a 8 matchs de jouer, c'est déjà un cinquième du calendrier. Tu peux très vite te retrouver dans une position inconfortable à te dire bon la saison est-ce qu'on la condamne ou est-ce qu'on essaie encore de la jouer Ouais, quoi. je pense qu'elles vont prendre aucun risque avec Brittney Griner, bah, forcément parce que bah, on sait tout ce qu'elle a vécu récemment. Je pense qu'ils veulent pas la mettre trop sous pression. Mais là où je trouve que ton coup de gueule est très justifié, c'est sur l'absence d'alternative. C'est vrai qu'on avait dit qu'à la moindre blessure, si ça avait été sur une arrière, à la limite, bon, il y a Sophie Cunningham qui peut monter un peu en Bah, régime, en production. tu sais Voilà, bricoler entre bricoler. Sophie, entre Diana Taurasi, enfin tu sais Voilà. trouver des solutions. Mais Mais à côté de ça, c'est-à-dire que c'est aussi une équipe qui devait faire face aux problématiques auxquelles ont été confrontées Seattle, c'est-à-dire plein de nouvelles joueuses, enfin des nouvelles joueuses importantes. Hein. Tasha Cloud et Kalea Copper, c'est important quand même. Rebecca Allen aussi. Il faut, il faut le temps quoi. Il faut le temps pour que ça se mette en place. Et si en plus tu as une de tes joueuses majeures qui est pas là, c'est compliqué. Et là où je disais que c'est justifié, c'est que ça se prépare et une poste 5 de métier, même pour 10-15 minutes, ça pouvait, je pense, peut-être se trouver sur le marché. Et Nick Uren, qui est le nouveau GM,
découvre aussi la WNBA au même titre que son coach Nate Tibbetts. Donc c'est peut-être aussi une phase d'apprentissage Ah, pour lui et pour eux. le small ball, ça marche pas C'est ça. en W, ou en tout cas, enfin, si, par phase, mais ouais, il y a un moment, t'en as quand même besoin. Mais c'est vrai qu'on l'avait un peu vu venir, hein, Mm. alors que pour le coup, je trouve qu'il y a d'autres choses qui ont cliqué Oui, assez vite, bien quoi. sûr. Natasha Cloud, elle est dans l'effectif Mm. comme si elle était depuis toujours. Elle s'entend, enfin, on le savait que les caractères étaient compatibles, mais avec Diana Et Taurasi, Taurasi, ça a ouais. l'air de passer super bien. Même qu'elle a Copper, hein, ça se, enfin, Et là même c'est qu'elle est à sûr Copper. elle est moins à droite, mais je veux dire son adaptation a été bonne. Mais C'est un effectif de dog, comme ouais, ils aiment bien dire aux États-Unis, quoi. C'est sûr mais elles qu'il vont y a, gagner il des y a des matchs. caractères. Elles vont gagner des Ouais, matchs au talent, au caractère, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste qu'on voit un peu sur le long terme, et en prévision des playoffs. Bah, là, on est ouais, sur t'as besoin des. Ouais, il faut de la continuité, de la répétition de match. Il faut que Griner soit intégré, tellement elle est importante. C'est juste un peu ça qui inquiète. Il y a moyen de recruter, évidemment. Il y a moyen de faire des ajustements en cours de saison. Mais voilà, faudrait voir à pas trop prendre de retard parce que là, elles sont sur. Tu le disais, 4 défaites de suite et il y a déjà 3 victoires de retard sur la deuxième place. Tu peux faire une remontée ensuite, mais si t'as pas l'avantage du terrain au premier tour ou des choses comme ça, tu te retrouves vite face à des équipes bien trop au-dessus ensuite en playoff, je pense. Bah, il faut absolument se refaire cette nuit contre Los Angeles, parce que si en plus sinon Los Angeles te passerait Ouais, devant, et donc là tu serais 10e. Enfin, encore une fois, c'est plus le bilan qui compte que la place, mais symboliquement ça fera assez mal, quoi. ouais. Il y avait autre chose dont tu voulais parler. Chaque semaine, on a quelque chose à dire autour de ça, parce que, enfin, cette joueuse, parce que c'est une joueuse qui concentre à la fois l'attention médiatique, l'attention des fans, de tous les types de fans. Tu voulais parler un peu de Caitlin Clark et je me joindrai à toi ensuite par rapport à ce que tu vas Ouais. dire. À la base, j'avais pas trop envie d'en parler parce que je trouve que les 2-3 premières semaines ont vraiment été un Mhm. peu monopolisées par globalement les rookies, Caitlin Clark, Cameron Brink, et même moi j'adore Angel les Reese, voir ouais. toutes. Angel Reese, qui est peut-être même celle qui me plaît le plus de regarder actuellement. Euh, donc je m'étais dit pendant une semaine on va laisser un peu tranquille les rookies, mais justement j'ai trouvé que un peu dans toutes les défaites que se prenait Indiana et le traitement de faveur entre guillemets que prenait Caitlin Clark, euh, au début, je trouvais qu'elle avait une bonne réaction. On la voyait, elle disait c'est un apprentissage, voilà. Et dans les dernières conférences de presse, je la trouvais un peu éteinte, Ouais. dire j'ai l'impression de me faire pilonner. Et j'avais presque l'impression qu'elle rentrait elle aussi dans la narration de on m'en veut. Mhm. Ce qui est, je le répète, je pense vraiment que c'est pas le cas. Je pense que oui, elle est ciblée, mais parce que les joueuses, bah, il y a peut-être un peu de jalousie n'est pas le bon terme, mais Non, de envie de vouloir en prouver, tout envie cas de se montrer, envie ouais, de ouais, prouver, bien sûr. exactement, c'est le terme que j'allais, voilà. Envie de prouver que voilà, que la hype, faut un peu la tempérer, mais c'est, je pense, jamais personnel pour le coup. Euh, et tout ça fait que effectivement, Kathleen subit beaucoup. Je trouve que c'est un peu compliqué, mais moi, mon coup de gueule, c'est plutôt contre la franchise, parce que bah, tu as une rookie, on sait bien tout l'impact qu'elle a. Sur la semaine qui vient de s'écouler, Caitlin Clark joue 37 minutes par match. Sur les 3 derniers matchs, c'est son temps de jeu. Ouais. C'est le quatrième temps de jeu de la ligue, derrière des joueuses comme Arike Ogunbowale ou Kelsey Plum et des Arike NB. Kelsey Plum, on a parlé récemment de Vegas qui devait aussi un peu insister sur ses titulaires, et on ne revient pas sur l'utilisation parfois aberrante d'Arike Ogunbowale, quoi. Et donc on a une rookie qui en plus on sait a énormément d'attention médiatique, beaucoup de pression autour d'elle sur les réseaux des fans, de sollicitations, et qui se retrouve à être la quatrième joueuse la plus utilisée sportivement de la ligue. Dans les rookies, la deuxième rookie derrière, qui est Angel Reese, a 9 minutes de moins par match, donc c'est énorme. Euh, Habituellement, quand on a des rookies qui sont un peu moins fortes, on voit qu'elles sont souvent amenées un peu progressivement. On pourrait faire un parallèle avec, on l'a déjà fait plusieurs fois, mais avec Victor Wembanyama Absolument. en NBA cette année, où ça a même d'ailleurs été critiqué au Mhm. début. On avait envie de dire à Greg Popovich, mais on a envie de le voir plus de minutes. Mais en fait, on a vu que ça a permis de petit à petit ne pas le cramer, en fait. Et là, moi, j'ai peur juste qu'on la crame, la pauvre, quoi. Bah oui, Enfin, surtout elle, que ce qu'il faut préciser, c'est que, et les gens ont besoin qu'on leur rappelle, je pense, c'est que elle a fini la saison NCAA, donc elle est en finale, hein, donc c'est-à-dire qu'elle est allée au bout du bout, et elle a dû directement enchaîner avec le training camp, et la saison a démarré très peu de temps après, donc il n'y a pas vraiment eu de temps de repos.
mentalement. Enfin, c'est-à-dire que c'est un tsunami médiatique, Caitlin Clark aux États-Unis. Donc même si elle le gère plutôt bien, elle a dû enchaîner tout ce qui est médiatique avec le sportif, la fatigue d'une saison entière universitaire, avec, boum, direct le passage chez les pros où elle est évidemment attendue au tournant sans que ce soit personnel, mais c'est juste que c'est comme ça. Et du coup, c'est vrai que là, après réflexion, elle joue sans doute beaucoup trop et elle n'est pas assez peut-être protégée parce que forcément, c'est un pion. C'est un pion incroyable en termes de marketing et tout ça pour la franchise. Et du coup, C'est vrai. voilà. Ce qui est vrai, c'est qu'elle prend un traitement particulier qui est assez inédit. Même, on avait parlé de Sabrina Ionescu. Même Sabrina Ionescu avait pas Non, pris. Bon, c'était pas après, pareil. elle s'était blessée rapidement aussi, donc on l'avait pas vu Mais sur même une sur, longueur de même saison. sur sa première vraie saison, c'était pas aussi flagrant quand même. Non, non, mais c'est sûr que Caitlin Clark prend un traitement, mais qui, encore une fois, je pense, n'est pas personnel. Bon, même si on a vu hier Kennedy Kennedy Carter, Carter un ouais. peu le rentrer dedans, ouais. Bon, voilà. Après, après par rapport à tout ça, il y a des arbitres. Ouais. Alors, même si elle est peut-être moins sifflée qu'elle ne le pense, ben, encore une fois, sur la semaine ici, Caitlin Clark, c'est la deuxième joueuse qui a le plus de lancers. Donc, les arbitres l'oublient pas, quoi. Je veux dire, quand il y a des fautes, elle est sifflée, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, effectivement, un traitement qui est pas simple. Elle se prend des presses tout terrain, elle se prend beaucoup de choses. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas moyen à un moment de lui retirer un peu de minutes, de lui retirer un peu la balle dans les mains aussi? Parce qu'on a vu les matchs, bon là, c'est pour rentrer dans le sportif, on en a déjà parlé, mais dans les matchs où elle a moins la balle dans les mains, mais fatalement, elle a quand même, elle se retrouve pas non plus avec des Ouais. doubles teams quand elle n'a pas la balle, quoi. Et c'est comme ça qu'elle est le plus dangereuse. Donc, est-ce qu'on peut pas essayer de la préserver un petit peu? De toute façon, Indiana va pas non plus gagner full match. Qu'est-ce que ça change que Caitlin Clark soit peut-être ne fût-ce qu'à 30-31 minutes et peut-être justement aider du coup certaines autres joueuses autour d'elle qui ont besoin de se mettre en route aussi. Ça ferait peut-être du bien à l'équipe, ça lui ferait du bien à elle, ou un match de repos, un moment juste, allez, souffle, reste un peu. Bon, je sais pas. Là, je trouve qu'on est en train de. Ouais, je- de l'user un peu trop Ouais, rapidement. Ouais, j'ai ce sentiment-là. Je, je réfléchissais pas forcément comme ça d'entrée. Je me disais, bah, faut la faire jouer. Elle va montrer qu'elle est prête à répondre au challenge et tout ça. Et je pense qu'elle est prête à y répondre. C'est pas la question. Encore une fois, elle fait un début de saison et de carrière qui statistiquement est parmi les tout meilleurs, parmi les rookies à son poste en termes de production. C'est quand même très fort. Mais tu as raison sur ce qu'on voit après les matchs, la fatigue mentale qui est. Je veux dire, ça reste une jeune joueuse qui a déjà dû passer à la lessiveuse d'une attention médiatique inédite en WNBA ou même dans le basket féminin américain. Et bah, forcément, ça use. Et quand en plus, tu dois affronter des joueuses. Alors là, l'incident avec Kennedy Carter, c'est pas vraiment un incident, mais il n'y a, y a pas de problème si le seul souci c'est que Kennedy Carter n'ait pas pris de faute technique en fait, c'est le seul truc. Les arbitres sont là pour faire le boulot et je pense ouais. que Bon, ils ont globalement, sifflé la faute. voilà, Bon, voilà. elles vont faire le travail et s'il y a des fautes déraisonnables et excessives, ce sera sifflé. Mais dire, c'est pas là où c'est pas personnel, c'est n'importe quelle joueuse qui a suivi l'actualité récente doit se dire bah nous on existait, on est les meilleures joueuses du monde, on mérite aussi une attention médiatique donc il y a quelqu'un qui arrive avec cette hype là, on va montrer que nous aussi on est capable de défendre fort, de jouer dur. Et donc en fait c'est logique et c'est de la compétitivité. Parce que ce qui me pose problème c'est qu'autant de gens soient choqués. Enfin, tu vas faire un tour sur Twitter après les matchs du Fever, particulièrement celui de dimanche où elles ont battu qui déjà? Elles ont battu Chicago en Chicago, ouais. Commissioner's Cup. Bah, tout de suite, c'est ah voilà, c'est scandaleux, le traitement auquel elle a le droit. C'est c'est pas, c'est-à-dire, et ça part même parfois encore sur des trucs très communautaires à l'américaine. Voilà, une blanche qui Ouais. réussit, Ouais, c'est c'était la rencontre avec Angel Reese, quoi. Mais c'est ça que moi je disais. Tout ça, on l'a déjà pas mal commenté, ouais. analysé depuis le début de la saison. On sait qu'il y a un foin autour qui est impossible. Hmm, Mais justement, je trouve que la franchise peut faire plus pour exactement. l'aider un peu à se préserver de ça. Euh, Par rapport d'ailleurs au traitement qu'elle se fait, il y a plusieurs personnes, dont Draymond Green, qui pour une fois a dit un Oui, truc pas pas trop trop débile, bête. ça lui arrive, Ouais. qui avait dit que Indiana ferait bien d'investir dans un enforcer, comme ils disent des Ouais. États-Unis, je sais pas, comme un garde du corps, quoi. Et ce à quoi Monique Curie avait répondu en disant dites-leur de ramener Emma Cannon. Euh, Mais il a raison. et
Et c'est vrai que oui, on sait bien, ça pour le coup, ça s'est vu par le passé, quoi. On se rappelle de Charles Oakley, c'était son rôle De Jordan, mais autour de oui. Michael Jordan. Draymond Green, c'était son rôle à lui-même d'ailleurs autour de Steph Curry, Ouais. de pouvoir être là pour venir poser les bons écrans, pour aider parfois à ce qu'elle ne soit pas trop dans les contacts. Hier, elle se prend des doubles teams. Je trouve que la solution de passe arrive tard. Donc après, je veux dire, tout n'est pas sa faute. Alors, elle peut faire mieux, il y a un apprentissage, il y a plein de choses, mais on peut mettre des choses aussi en place pour l'aider. Et je trouve que la franchise peut, ne fût-ce qu'au niveau de son utilisation, déjà, bon, l'effectif, il est fait, et puis ce rôle en plus peut être pris aussi par Alia Boston, Alyssa Smith. Enfin, il y a des joueuses qui peuvent un peu, à certains moments, venir mettre de la viande là où il faut, mais 37 minutes, quoi. Là j'ai les rookies, donc comme je disais, Angel Reese à 28, Rickea Jackson à 25, et puis on est déjà à Cameron Brink, Kate Martin, qui sont juste au-dessus des 20 minutes, quoi. Ouais. Qui sont les temps de jeu plus habituels des rookies les autres saisons, souvent. Les rookies sont souvent aux alentours de 25, c'est très rare les rookies qui dépassent les 30 minutes, en fait. C'est là que Même dans c'est forcément même les grosses saisons. c'est une rookie particulière qui amène une lumière inédite sur l'équipe déjà et sur la WNBA. Donc je pense aussi que ça peut être mieux géré, que ça doit être mieux géré. Peut-être qu'elle-même de son côté va demander des ajustements à l'équipe. La présence d'une joueuse qui sert un peu de garde du corps, tu as raison, historiquement ça a presque toujours existé. Je disais par rapport à l'action avec Kennedy Carter hier, il y a des gens qui ont dit si voilà ce qui serait arrivé à Steph Curry s'il avait joué dans les années 80 ou 90. Sauf que Steph Curry, il aurait eu Draymond Green qui serait allé mettre un tampon et qui serait allé le relever tout de suite et qui serait allé bousculer l'adversaire. C'est des scènes qui sont habituelles. C'est ce qu'on on en discutait avec Ghislain. Sur le coup, nous aussi, on a dit ah, elle abuse quand même Kennedy Carter et tout. Et puis au Ouais, mais début, c'est son caractère, on la voilà, connaît c'est aussi, ça. quoi. Et puis attention, Ouais. Caitlin Clark a jamais été la dernière aussi pour trash talker, Bien pour sûr, bah, elle l'a provoquer. fait. Je pense qu'elle elle l'a fait Donc, quelques secondes avant, et je pense que c'est aussi pour ça que Carter a réagi comme ça. Mais il doit y avoir, ça doit aussi venir de l'équipe, ça doit venir de la coach, ça doit venir des joueuses autour, d'être. C'est pas aux médias et c'est pas aux équipes adverses de protéger Caitlin Clark. bah non. Ça doit se faire en interne. Tout doit venir du fever, des coéquipières, de la coach. Et peut-être que ça va se faire. C'est aussi un temps d'apprentissage pour cette équipe-là aussi. C'est une coach qui en a sa deuxième saison en WNBA. C'est des joueuses, Nalissa Smith, Alia Boston, pardon, qui n'ont pas aussi une énorme expérience. C'est bon, voilà, c'est une période d'adaptation. J'espère que Caitlin Clark va en ressortir pas trop lessivée après tout ce battage, quoi. En tout cas, ce qui est intéressant, par contre, c'est que Christy Sykes, qui est une coach Mm. défensive, mais on voit que les deux victoires d'Indiana cette saison sont des victoires plutôt sur des prestations défensives. Absolument. Bah, c'est bien de le souligner. Quand elle était à Northwestern en NCAA, c'était sa marque de fabrique. Et l'année dernière, on avait vu des choses intéressantes là-dessus. Et bah, c'est aussi une saison de travail et de quête un peu d'identité sur ce que peut être cette équipe. Et bah, ce sera intéressant à suivre jusqu'à la fin de la saison. On sait qu'Indiana finira pas. C'est là aussi que le parallèle avec Wembanyama est marrant, c'est qu'il y a plein de gens qui s'attendaient à ce que les Spurs jouent les playoffs cette année parce qu'ils avaient le phénomène Wembanyama. Il y a plein de gens qui découvrent la WNBA qui se disent bah si le Fever a Caitlin Clark, forcément ça va finir top 8. On peut déjà vous le dire enfin je pense pas me tromper que ce ne sera pas le cas, mais ça reste une saison de travail et de développement très important. Ouais, Voilà Flo, on a fait le tour, on a fait un peu long, hein, comme voilà, on aime bien bavasser, on se dit toujours allez on va essayer de tenir autour de la demi-heure, là bon là je regarde, on a largement dépassé, mais vous avez sans doute eu le temps de finir votre petit déj ou votre déjeuner au moment où vous écoutez ce Swish Brunch, on va le refermer là-dessus, on se retrouvera dimanche prochain, voilà c'est votre rendez-vous habituel maintenant, pour parler de tout ce qui se sera passé, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like, à nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce dont on n'a pas parlé que vous auriez aimé qu'on évoque. Et puis d'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de faire votre équipe en SSFL aussi dès demain, hein, c'est ça, on est dimanche, donc à partir de lundi, vous pouvez la faire. N'oubliez pas votre équipe. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. ciao.